Louise Roy est actuellement présidente du conseil et fellow invitée au Cyrano. Je commencerai en vous disant que vous avez eu une carrière absolument extraordinaire, très diversifiée. En fait, je pense que c'est ce qui m'a le plus frappé. Alors, fonction publique, le domaine du transport, le domaine aérien, le domaine éducatif, caritatif, la culture. C'est rare qu'on voit dans un curriculum et un parcours de carrière autant de diversité. Alors, la première question qui me vient, c'est, dans ce parcours-là, c'est quel est le fil conducteur? Bien. Oui, merci de la question. Moi, d'abord, peut-être juste en introduction, je vous remercie tout le monde d'être ici présente et présent ce matin à 7h30 pour venir entendre un parcours. C'est extrêmement gentil et je me sens très privilégiée. J'ai dit à Annick la semaine dernière que, honnêtement, dans ma vie, quand je regarde ça rétrospectivement, ma vie a été faite d'une succession d'opportunités, au fond. Et j'avais des passions et j'ai eu beaucoup de chance. Moi, je suis sociologue de formation. J'ai travaillé dans un environnement de transport pour une grande partie de ma vie, transport urbain, transport aérien, avec des ingénieurs. Et donc, je ne suis pas quelqu'un qui avait un profil technique. Alors, j'ai travaillé dans le domaine de la planification des transports urbains au tout début de ma carrière et dans des organismes publics, l'Office de planification et développement du Québec, le bureau, il y avait un conseil des transports de la région de Montréal et pour l'anecdote, mes premiers grands travaux ont porté sur la planification d'un REM, d'un réseau express métropolitain, entre Mirabel, qui existait à ce moment-là, et Montréal, et entre la rive sud et Montréal. Alors, c'est pas d'hier qu'on parle des années, je dirais fin des années 70, début des années 80. Et au fond, je me disais rétrospectivement, j'ai passé une grande partie de ces premières années de ma carrière dans des bureaux d'études qui n'ont jamais vu, au fond, apparaître aucune exécution d'aucun des projets sur lesquels j'ai travaillé. Mais là, c'est plutôt réjouissant de savoir qu'un jour, les choses vont se faire. Et j'ai développé une vraie passion pour les transports urbains à cette époque-là, parce que je trouvais que, là, on est dans les années 80, que pour moi, qui n'étais pas quelqu'un de technique, ces dossiers-là étaient extrêmement complexes. Ils étaient économiques, sociaux et financiers et politiques. Et donc, ça rejoignait, je dirais, peut-être déjà un goût pour la complexité des situations. Et un jour, on m'a approché pour aller diriger la Société de transport de Montréal, qui s'appelait à ce moment-là la CTCUM, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, communauté urbaine qui regroupait une trentaine de municipalités sur l'île. Et à l'époque, c'était le gouvernement du Québec qui nommait les PDG des sociétés de transport. On m'avait demandé, vous, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé à remplacer M. Lawrence Hannigan, qui avait été là pendant plusieurs années? Évidemment, j'ai donné des noms de gars que je connaissais, qui travaillaient à l'Hydro-Québec, qui pourraient peut-être être des gens intéressés. Et là, on m'avait dit, mais vous? Non, pas moi. Moi, je ne pense pas que je peux aller diriger ça. Mais finalement, j'ai accepté d'être nommée. Et au cours des 7 ans et demi, 8 ans où j'ai été là, je dirais que dans ma vie, et ça peut-être c'est un message pour moi important, je ne peux pas dire que c'était une preuve de témérité d'accepter un boulot comme celui-là. Et au fond, je me suis fabriquée, entre guillemets, à travers l'action et étant entourée de gens qui ont été formidables et qui m'ont accompagnée. Ça a été pour moi fondateur, cette expérience-là. 8000 employés dans les années 80, une entreprise qui était très difficile sur le plan des relations de travail. Et donc,
je dirais que ça a été fondateur, certainement, de passer au travers d'une expérience comme celle-là. Après, ma vie m'a emportée dans le transport aérien, et qui n'avait rien à voir avec le transport urbain, à Paris pour diriger la division Amérique d'Air France. Donc là, c'était pas des chauffeurs d'autobus et des mécaniciens, c'était des pilotes et des hôtesses et des marchés commerciaux en Amérique du Nord et en Amérique du Sud pour, évidemment, partout où Air France va, il y a des escales, il y a des choses qui se passent sur les territoires. Donc là, une découverte au fond que les habiletés peuvent être peut-être transférables, mais les cultures sont différentes, la façon de fonctionner est différente, les rapports à la hiérarchie, le non-dit, l'implicite. La culture française de gestion est très différente de la nôtre. Et j'ai poursuivi dans le transport aérien l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, qui était une organisation mondiale. Donc j'ai eu la chance de vraiment comprendre comment fonctionnent les grandes organisations internationales. Entre ces deux postes-là, j'ai dirigé Télémédia, qui était une entreprise familiale qui, pour certains d'entre vous, peut-être connaîtriez Coup de pouce à l'époque, Elle Québec, bon, c'était une entreprise familiale de magazines et de radio. Et je siégeais sur leur conseil familial où il fallait passer la propriété du père au fils et aux enfants. Et donc, comme je siégeais sur le conseil, j'étais une personne de confiance, donc j'ai accepté de faire cette transition-là, qui a été extrêmement intéressante et j'ai beaucoup appris. Et bon, finalement, la vie a passé et puis, à partir d'un certain moment donné dans ma vie, je me suis dit que la gouvernance était pour être quelque chose d'intéressant, que je pourrais apporter mon expérience de gestion, l'expérience d'avoir vécu dans d'autres environnements, d'avoir géré des gens de différentes cultures, parce que et à l'IATA et à Air France, j'avais des employés dans une vingtaine de pays, donc il fallait comprendre un peu comment les choses fonctionnaient. Et j'avais deux passions au plan de la gouvernance, c'était l'éducation et la culture. Et j'ai eu la grande chance de présider, au fond, deux grandes institutions montréalaises, l'Université de Montréal pendant 10 ans. J'ai été sur le conseil de l'université pendant 20 ans. Et pendant 10 ans, j'ai présidé le conseil de l'Université de Montréal comme chancelière de l'université, un conseil complexe de 25 personnes, étudiants, professeurs, gens de la société civile. Et je pourrais en reparler dans des questions, mais très intéressant sur la dynamique qu'on doit créer au sein d'un conseil avec des gens, des profils aussi diversifiés. Et puis le Conseil des arts à Montréal, qui est l'organisme subventionnaire et qui soutient à Montréal plusieurs centaines, 300 organisations avec des artistes autour de la table et des gens de la société civile. J'ai présidé le conseil 2 mandats. Malheureusement, les mandats sont limités à un moment donné, 2 fois 3 ans. Je vais rester encore plus longtemps, mais j'ai été là 6 ans, 7 ans, un peu plus de 6 ans. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai découvert le foisonnement extraordinaire de la créativité à Montréal. Et depuis 2012, je préside Cyrano, qui est un think tank en politique publique. Et c'est passionnant aussi parce que les chercheurs, les gens d'affaires qui siègent autour de la table, université et entreprise, 25 personnes autour de la table, entreprise et du monde universitaire. Et il faut mettre les gens ensemble. Donc, Annick me demandait c'est quoi le fil conducteur. J'ai eu des opportunités que j'ai saisies et je pense que à chaque fois, partir en France, c'était pas évident pour aller diriger la division des Amériques d'Air France. L'IATA, bon, c'était au fond prendre des risques. Prendre le risque peut-être de se casser la gueule, mais prendre un risque pour apprendre, pour satisfaire un appétit d'aventure, de découverte, de curiosité. Faire en sorte aussi que dans la vie, pour moi, je pense que ce qui me stimulait le plus, c'était les gens. C'était d'avoir l'occasion de gérer des équipes et d'être entouré de gens
compte tenu de mon manque de technicité dans tous ces métiers-là, d'avoir des gens qui étaient toujours plus compétents que moi, au fond, et de constituer des équipes qui étaient pour être fonctionnelles. On va arrêter là. Bien, je vois que ce que je trouve inspirant de ce fil conducteur-là, souvent les femmes ont tendance à vouloir être parfaites avant de dire oui ou avant de sauter et prendre le risque. Ce que je trouve intéressant dans ton histoire, c'est le fait que justement, c'est une combinaison de passion et de témérité et justement le goût du risque qui fait en sorte qu'à un moment donné, on dit oui. Plutôt que de se questionner à savoir si on y va ou on n'y va pas. Dans tout ce parcours-là, est-ce qu'il y a un défi particulier ou il y a une fierté par rapport à une réalisation que tu aimerais partager? Oui, ben, j'ai partagé l'autre jour avec, c'était cette semaine, on se réunissait quelques mentors. Ben, je pense que à la Société de transport, certainement un legs important, ça a été de mettre sur pied le premier programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes et les minorités visibles, dont on ne disait pas diversité à l'époque. C'était en 1988-89. Donc, ça fait plus de 30 ans. La Société de transport, à l'époque, il n'y avait pas de femmes chauffeurs de bus. Et il n'y avait certainement pas de personnel issu de la diversité qui était embauché. Et on s'est fixé des objectifs. Et moi, je suis assez volontariste dans ces questions-là. Si on n'a pas d'objectif, on ne mesure rien. Et puis, il y a des bonnes chances que les choses se passent pas, ou se passent en tout cas beaucoup plus lentement. Et donc, on a décidé, en accord avec la Commission des droits de la personne qui venait d'être créée, ça ne faisait pas très longtemps, et on ne voulait pas faire de discrimination à rebours, que 40% des postes de chauffeurs étaient pour être remplis par des femmes et 20% des postes étaient pour être remplis par des gens issus des minorités. Et Société de transport, 8000 employés, 4000 à l'époque, 4000 chauffeurs de bus, peut-être 200 personnes qui prennent leur retraite par année. On avait une opportunité extraordinaire d'avoir une masse critique qui rentre dans l'entreprise et qui change les relations. Et j'aime beaucoup raconter cette histoire-là parce que, au fond, là, on parle d'emploi de base, où c'est possible de changer de façon significative parce qu'il y a beaucoup de monde qui est rentré. Et à l'époque, Hubert Sassi, qui est ici, qui a été mon grand collaborateur en communication pendant toute cette période-là, peut en témoigner. Des milieux très, très masculins, évidemment, des milieux d'entretien, des gars d'entretien, des mécaniciens, des chauffeurs de bus, dans des dépôts, des garages, culture un peu de taverne, quelque part. Non, mais c'est vrai, tu rentres dans un garage, tu sais pas où te mettre les yeux, là, parce qu'il y a des playboys partout. Puis, fait que là, une femme qui arrive, j'ai 37 ans, en 1985, puis là, je suis dans ces milieux-là. C'est clair que c'est pas des milieux qui sont très... bon, tous ces gars-là ont des familles, évidemment, mais dans le milieu de travail, c'est des milieux d'hommes, pas très sophistiqués non plus, mais ça a été le fait de faire entrer les femmes dans le milieu de travail. D'abord, premièrement, on a dû installer des toilettes dans les dépôts parce qu'il n'y en avait pas. On a dû changer les uniformes, il n'y avait pas d'uniforme pour les femmes. Donc, on a fait un concours de couturiers. C'est Robichaud qui avait fait les premiers uniformes. On les a tous changés, les hommes et les femmes en même temps. Tout le monde a eu le bénéfice de ça. Et quand les femmes sont arrivées dans les garages, les gars ont commencé à faire attention à la façon dont ils étaient habillés, et puis à surveiller leur langage. Et puis, et les relations avec le public ont changé. En 1985, la Société de transport avait vécu un conflit de travail très important. Il y avait eu une prise d'otage de contremaître dans l'usine Crémazie, qui est l'usine de réparation des autobus. Prise d'otage avec l'espoir d'anti-émeute et tout le kit qui était venu. Et les gars qui avaient été pris là-dedans avaient été mis en prison. Et puis, mon prédécesseur avait négocié avec le syndicat d'entretien
s'il n'y avait pas de grève cette année-là, ben, ces gens-là étaient pour être réintégrés dans leurs emplois. Ils sont entrés en héros. Et puis, moi, je suis arrivée un peu dans cette situation-là. Le syndicat de l'entretien était en tutelle, ça veut dire qu'il avait perdu ses droits. C'était un climat qui était vraiment très, très difficile parce qu'il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de... Il fallait reconstruire la confiance entre les employés et la direction. Et tout le travail qu'on a fait, ça a été ça. Ça a été de reconstruire la confiance, d'être sur le terrain, essayer de trouver des solutions aux problèmes, de relancer le service à la clientèle à travers les coupures, parce qu'il y a eu beaucoup de coupures de budget pendant de longues périodes, et de refidéliser, au fond, la clientèle. C'est quelque chose à faire constamment dans les organismes publics. C'est fortement syndiqué. C'est même pas évident qu'aujourd'hui, 30 ans après, que ces syndicats, je dirais surtout de l'entretien, ont développé des rapports peut-être plus harmonieux, mais assez difficiles encore. Alors, ça a été un travail qui a été très important. Alors, l'arrivée des femmes, même dans les milieux industriels, parce qu'on a engagé des femmes en relations industrielles, on a fait volontairement une démarche aussi pour prendre des femmes qui étaient dans les métiers de communication ou de ressources humaines, de les coacher, de les amener dans les opérations. Et je trouve que ça, je dis souvent ça à des gens d'entreprise, les femmes sont facilement dans les métiers corporatifs. Ils sont en communication, en ressources humaines, ils sont dans les secteurs juridiques, mais il faut qu'on ait des femmes dans les opérations des entreprises parce que c'est comme ça qu'elles arrivent à développer des responsabilités, à être dans la gestion. Puis quand on est dans la gouvernance, puis qu'on regarde les profils de gens qu'on veut avoir dans des conseils, si on veut faire changer les choses, que ce ne soit pas juste des PDG d'entreprise et des ex-PDG qui soient nommés sur des conseils, ben, il faut qu'on ait des femmes, masculins, il faut qu'on ait des femmes qui arrivent aussi à être chefs de division, CIO, etc. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de travail. Et aujourd'hui, à la Société de transport, une femme responsable de toute la direction de la surface, donc les 4000 chauffeurs, et une femme responsable du métro. Alors, je veux dire, ça a porté fruit et 25% des employés sont des femmes aujourd'hui. Donc, il y a peut-être autour de ça, certainement 20-25% des femmes chauffeurs de bus. Et 30% des employés sont issus de la diversité. Donc, des objectifs comme ça, suivis à travers les années, donnent des résultats. Mais des fois, je me dis, si on n'avait pas fixé ces objectifs-là, est-ce qu'on aurait aujourd'hui 25% de femmes chauffeurs de bus? Donc, ben, bravo d'abord. J'ai été très impressionnée avec cette histoire-là. Et en fait, je pense qu'effectivement, fixer des objectifs, souvent, entre un projet qui est une vision versus être capable de le concrétiser, je pense que la question de fixer des objectifs... Mais ça prend la volonté de la direction. Je veux dire, s'il n'y a pas de volonté à la tête, mais il faut qu'il y ait plus que juste. Il faut qu'il y ait l'équipe de direction. Il faut qu'il y ait faut que ces objectifs-là, ou en tout cas cette vision-là, soient partagés pour être capable de la faire arriver, puis que le leadership des femmes à l'intérieur d'une organisation soit développé, qu'on leur donne des responsabilités, qu'on leur propose de sortir de leur zone de confort pour être capable de développer d'autres choses. Et je pense que, bon, ça commence par la tête, mais moi, je ne suis pas contre les objectifs qu'on se fixe, qu'on suit. Puis si on n'y arrive pas, on explique pourquoi. D'ailleurs, en gouvernance, le Comply or Explain des compagnies à capital ouvert aujourd'hui, tu es obligé de dire dans ta circulaire d'information qu'est-ce que tu as fait pour avoir autour de la table du conseil, puis au niveau de tes exécutifs. Puis si tu n'y es pas arrivé, il faut que tu expliques pourquoi. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Tu as évolué en fait, tu as été pionnière à bien des égards, évolué dans un monde d'hommes à une époque où est-ce qu'effectivement les femmes étaient plus en minorité en milieu de travail, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Si tu avais un conseil à donner à la gente féminine ici présente ce matin, en termes parce que tu es quand même le milieu des transports, que ce soit la STM, que ce soit la France, comment on fait justement pour arriver à bâtir autour de soi autant de consensus puis faire avancer les choses
Qu'est-ce qu'il y a dans ta personnalité? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette magie à un moment donné qui s'opère et qui fait qu'on évolue dans un monde qui n'est pas toujours propice? Ben, il n'y a rien de facile, hein. Je pense que c'est beaucoup de travail, c'est sûr. Moi, j'ai été une personne, je pense, qui s'est distinguée par le fait que j'étais accessible, très respectueuse. Le respect, je pense, a toujours été important. L'écoute, être quelqu'un de terrain, pour moi, ça a été ma marque comme gestionnaire, disons, d'être proche du terrain. L'humour, parce que être une femme dans des milieux masculins, il faut être capable de décrisper un peu les atmosphères. Un des compliments à un moment donné à la société de transport, parce que je parlais avec un des membres de l'équipe en disant, bon, après tout, je suis une femme, c'est le gars, il m'a dit, mais on ne vous voit plus comme une femme. You're one of the boys, you're one of the boys. Donc, ben, c'est pas toujours évident. J'ai fait ma chance, j'ai pris ma chance, j'ai pris des risques, j'ai fait savoir mon intérêt par moment, je me suis exprimée. Je pense que, et puis, c'est beaucoup de travail, c'est pas toujours évident. Là. Pour moi, arriver à France, pensant que parce qu'on parle français et que la Société de transport de Montréal avait été beaucoup, la technologie du métro a été faite originalement par la Régie des transports parisiens. Donc, il y a toujours eu beaucoup de contacts entre la RATP et la Société de transport. Donc, moi, je les connaissais, les gens de la RATP, je suis allée faire des présentations, ils sont venus chez nous et tout ça. Mais bon, au-delà de ça, beaucoup de différences culturelles. Donc, ça a été un apprentissage et puis j'ai fait des erreurs les premiers mois en pensant que les gens comprenaient ce que je disais. Quand je leur disais, vous savez, là je vois Marc Fortier qui a travaillé pour Air Liquide, il peut en parler aussi, là, les Français c'est différent. Parce que je leur disais, bon écoutez, moi je valorise le travail en équipe, le partage d'informations, le respect individuel, puis tout le monde me disait, hochait du bonnet, tout ça. Des cultures comme ça qui sont très compétitives, chacun regarde l'information. Alors, pour être capable de travailler, il a fallu que je décode tout ça. Donc, c'est de bien choisir les gens qui sont... Choisir les gens qui t'entourent, c'est fondamental, d'avoir des gens qui partagent tes valeurs, ta vision. Il n'y a rien. Au fond, je suis ici en avant, tu sais, mais à la limite, tu sais, c'est les gens qui m'ont entouré, soutenu, challengé, qui doivent être salués. Est-ce que tu as eu un mentor au cours de... Oui, tu m'as posé cette question-là l'autre jour, puis non. Je me suis sentie très seule. Quand je suis arrivée, j'avais pas de réseau, moi, quand je suis arrivée à la tête de la Société de transport. Je connaissais vraiment personne de significatif, quelques collègues, mais pas vraiment. Et je dirais que ce qui m'a beaucoup aidée, ça n'a pas été d'avoir un mentor à l'époque. Vous ne vous rappellerez pas de ça, vous autres, mais peut-être Marc s'en souviendra. Il y a eu, en 85, un président de culinaire qui s'appelait Roger Néron, qui a fait une conférence à la Chambre de commerce à l'époque. J'avais été invitée à assister à cette conférence-là. Il a annoncé qu'au Québec, on créerait un groupe qui s'appellerait le Cercle des chefs mailleurs d'entreprise, qui est aujourd'hui le Club des présidents, ça s'appelle comme ça. Et qu'on était pour faire au Québec un effort particulier pour avoir de la qualité dans nos organisations. Puis bon, ça l'influence aussi du Japon. Puis bon, c'était toute cette période-là, milieu des années 80. Alors, je vais le voir après. J'ai dit, écoutez, moi, je suis nouvelle PDG de la Société de transport. Je ne suis pas du secteur privé. Mais je peux vous dire, j'ai des défis là, énormes. Est-ce que je peux faire partie de ce groupe-là? Ce n'était pas prévu du tout que le secteur public soit présent là. On dit, oui, bonne idée, viens. J'ai dit, je ne peux pas payer je ne sais pas combien de milliers de dollars par année d'adhésion. C'est pas grave, on va s'arranger, viens. Et là, autour de la table, une fois par mois, c'est le Québécois là, du milieu des années 80, les Rémi Marcoux, les gens de Cascade,
tous ces gens-là, de Bell, Hydro-Québec, tous ces gens-là, tous les PDG étaient là. Et une fois par mois, on se réunissait autour de théâtre. Et j'ai beaucoup appris de ces rencontres-là. J'ai senti que je pouvais partager ce que je vivais, qu'il y avait là des gens qui avaient des expériences importantes. Et donc, j'ai pas eu un mentor, mais j'ai eu la chance, parce qu'au fond, le métier de direction, on l'apprend aussi en partageant avec les autres. C'est un peu la même chose sur les conseils. On apprend aussi par la façon dont ben oui, évidemment par les autres. Donc, ça m'a beaucoup aidé. J'ai aussi, parce que j'étais la seule femme au Canada à diriger une société de transport. On était 2 au monde à diriger une société de transport. Et il y avait une autre femme de race noire qui dirigeait le réseau de Washington. Et qui était une femme exceptionnelle. Et elle et moi, on se parlait souvent. Et donc ça a été intéressant parce qu'on vivait un peu la même réalité. Mais à part de ça, j'avais des femmes que je trouvais inspirantes. Thérèse Sévigny, qui a été aux Nations Unies pendant longtemps, qui venait du milieu de la publicité. Ça n'a pas forcément été des mentors, mais je trouvais que c'était quelques femmes comme ça qui avaient osé, je pense. Je résumerais ma pensée comme ça. Comme mentor actif au sein de la gouvernance au féminin, pour toi, être un bon mentor, ça présuppose quoi comme dans la relation mentor-mentoré, c'est quoi les bons ingrédients d'une relation? Je pense que, ici, on va jumeler les gens et je pense que le jumelage est important. Moi, je me suis sentie à l'aise parce que quand j'ai fait du mentorat, pas simplement ici, les femmes que j'ai mentorées, elles se retrouvaient dans des situations d'assez grandes entreprises à essayer de faire leur place. Et c'est au fond des grandes entreprises à l'intérieur desquelles j'ai évolué au cours des années. Je dirais beaucoup d'écoute. On est là pour écouter, beaucoup d'écoute, du partage d'expériences, évidemment, mais chaque expérience est différente, mais quand même. Écoute, partage d'expériences. Et puis, quelques messages. Moi, c'est sûr que les messages que je donne en cours de route, c'est souvent des messages de dire, ben là, attends pas d'être parfaite là, pour te proposer. Vas-y, propose-toi, fais connaître tes intérêts, etc. Je partage aussi des messages de... Souvent, des femmes se retrouvent dans des environnements où elles sont extrêmement performantes au niveau des résultats. Bien, elles sont isolées parce qu'elles sont tellement concentrées sur les résultats qu'elles n'ont pas le temps de faire ce qu'il faut pour développer des alliances, des complicités, des éléments plus intangibles, je dirais. Alors, je pense que c'est beaucoup d'écoute, de la disponibilité, créer un climat propice à la confidence aussi, s'assurer que les gens vont nous dire des choses. Bon, elles n'auront peut-être pas la chance de dire ces choses-là à d'autres. Nous, on est neutre, au fond, on est là pour écouter, puis s'il faut consoler, puis encourager, etc. Une des choses qu'on a abordées quand on s'est parlé, puis c'est un peu, en fait, je t'ai posé la question pour avoir autant de succès puis une carrière comme tu as eu. On parle souvent de l'équilibre, travail, famille, ou enfin, travail. Le déséquilibre. Je n'osais pas le dire. Pour avoir une carrière comme celle que tu as eue, est-ce que c'est possible, l'équilibre? C'est quoi ton point de vue là-dessus? C'est 80 heures par semaine. En tout cas, moi, j'ai travaillé très fort. Puis, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas de ma génération, mais qui ont 35 ans, cherchent ça. On le voit dans les entreprises. Ils veulent avoir l'équilibre. Puis les entreprises sont obligées de bouger. J'ai eu une belle expérience avec Intact. J'ai été sur le conseil d'Intact pendant presque 15 ans. Puis j'ai vu l'organisation évoluer. Et avec les nouvelles générations qui arrivent, hommes comme femmes d'ailleurs, et qui exigent ça, qui exigent de l'entreprise, puis les entreprises le font. Enfin, cette entreprise-là le fait parce qu'elle veut retenir ses meilleurs éléments, elle veut en recruter aussi, donc
être sensible au fait qu'on peut travailler de la maison à un certain moment, on peut avoir une organisation qui fait qu'au travail, on va offrir un certain nombre de services, etc. Je pense que les gens recherchent ça, avec raison. Et puis, les entreprises aujourd'hui doivent s'ouvrir à la diversité de tout genre et donc être prêt à faire les accommodements qu'il faut. Je pense que c'est vraiment en termes de gestion de ressources humaines puis de développement du leadership pour les femmes dans les entreprises. Si les entreprises font pas, au fond, posent pas les gestes nécessaires pour permettre... parce que les femmes sont inquiètes, bon, est-ce que je vais avoir une maternité maintenant, plus tard, comment je vais faire pour être intégrée et tout ça. On ne devrait pas être obligé de se poser ces 100 000 questions-là. Les organisations doivent permettre aux femmes de faire leur choix personnel. Ils ne peuvent pas le faire à 50 ans, ils peuvent le faire entre l'âge de 25 et 40 ans. Alors, c'est sûr que c'est pendant leur carrière, puis il peut y avoir des problématiques associées à ça. Mais je l'ai vu, en tout cas, je cite cet exemple-là parce que pour moi, Intex, j'ai siégé sur beaucoup de conseils dans ma vie. C'est un modèle et je pense que les organisations qui veulent recruter, retenir, doivent faire des accommodements qu'il faut. Est-ce que tu as un conseil ou tu as une approche ou une attitude face à la question de la gestion du changement? Je t'ai bien l'esprit que tu avais tellement partagé. Honnêtement, je pense que les défis aujourd'hui sont probablement encore plus importants que ce que moi j'ai pu vivre. Je ne suis plus aujourd'hui active comme gestionnaire dans une grande entreprise. Ce qui m'a toujours fasciné, puis ma grande passion a toujours été la gestion du changement de la culture des organisations. C'est un peu la trame de fond on a fait appel à moi pour ça. Mais aujourd'hui, avec les transformations technologiques, les transformations du modèle d'affaires, je pense que les défis sont énormes et les changements de culture des organisations, l'adaptation des organisations au changement, c'est toujours les mêmes défis. Mais probablement que les gens sont peut-être mieux préparés à l'intérieur des organisations aux changements qui arrivent maintenant. Je pense que les gens dans la salle sont mieux placés que moi pour le dire. Et j'ai pas de conseils à donner en particulier parce que je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes des gens qui êtes à l'affût de vous tenir à jour constamment. Puis je pense que c'est ça, on ne peut pas ne pas se tenir à jour sur l'évolution de la technologie, sur l'évolution de sa propre industrie quand on est actif aujourd'hui. Donc, je dirais, se tenir à jour, c'est très important. Et il y a beaucoup d'offres aujourd'hui, de formation, d'échanges, de milieux, le réseau, c'est fondamental. Donc, je dirais certainement être dans un réseau, avoir les contacts, lire beaucoup. C'est demander beaucoup à des gens qui travaillent, mais ça rentre dans 80 heures. Ça rentre dans 80 heures.